Oh, Jamy! Jamy! Oh, qu'est-ce qui se passe ici, Jamy? Oui, je suis là, Fred. On a eu un problème avec les plombs, c'est à cause du froid, je crois. Mais t'en fais pas, c'est bientôt réparé. Oh là là, mais il fait tout noir, il fait super froid dans ce camion, mais comment on pourrait résister à cette température? Mais regarde, les animaux, même au pôle Nord, ils arrivent à tenir. Alors il y a bien une solution. Ah, ça y est, le courant est revenu. Bon, d'ailleurs, ce serait pas un peu intéressant d'aller voir un peu comment ils feraient ces animaux? Bah tu sais quoi, Fred? T'as qu'à aller au pôle Nord pendant que moi je vais rester au camion. D'accord, bah je vais aller étudier ça, on se retrouve là-bas. Alors voilà, Jamy, on vient d'arriver au pôle Nord et je peux te dire qu'ici il fait encore plus froid qu'au camion. Mais alors, je me pose une question parce que j'ai croisé certains animaux. Comment arrivent-ils à survivre dans des températures aussi extrêmes? Et en effet, Fred, il y a de nombreux mécanismes chez les animaux vivant, par exemple, au pôle Nord, là où tu t'es rendu. Mais pour étudier plus précisément ces différents mécanismes, nous allons passer le relais à nos correspondantes au pôle Nord. Il faut savoir que les animaux utilisent deux stratégies pour lutter contre le froid. La première est l'adaptation au froid en résistant, et la deuxième, il s'agit de migrer. Donc les homéothermes, les animaux à sang chaud, résistent au froid à l'aide d'une réserve de graisse, mais aussi à l'aide des poils et d'un plumage très dense. Mais les homéothermes utilisent aussi une seconde stratégie qui consiste à lutter contre le froid en limitant les surfaces de contact, comme les pingouins. En effet, pour vérifier l'isolation présente chez les animaux, on a isolé un tube avec du polystyrène et un autre tube à l'air libre pour étudier les écarts de température. Et en effet, au bout de 15 minutes, on avait un écart de 10 degrés entre le tube à essai isolé et le tube à essai non isolé. Et effectivement, pour ce deuxième mécanisme, qui est de réduire la surface de contact, on a également fait une expérience. Elle est très simple, c'est deux récipients avec un même volume d'eau, mais une surface de contact avec l'extérieur différente. En effet, la surface de contact du cristallisoire est bien plus étendue que celle du bécher. Donc logiquement, le cristallisoire devrait se refroidir plus rapidement. C'est le cas puisque l'expérience menée pendant 10 minutes montre un écart de 10 degrés entre les deux récipients. D'accord, Jamy, merci pour ces réponses. Mais pour l'instant, j'ai entendu parler que des animaux à sang chaud. Et apparemment, ici, il n'y a que ça. Qu'en est-il des animaux à sang froid et où est-ce qu'on peut les trouver? Et oui, Fred, en effet, tu as raison. Au pôle Nord, il n'y a en effet que des animaux à sang chaud. Qu'en est-il des animaux à sang froid? C'est une très bonne question. Et pour cela, je te conseille d'aller au désert, là où tu trouveras le maximum d'animaux à sang froid, comme les serpents et tous les animaux de la même famille. Je te propose qu'on se retrouve là-bas et que tu nous dises ce qu'il en est. Alors, à Jamy, on vient d'arriver au Sahara et ici aussi, les écarts de température sont très importants, notamment entre le jour et la nuit. Alors, comment les animaux font-ils, donc les animaux à sang froid comme tu viens de dire, comment les animaux à sang froid font-ils pour résister aux températures très froides lors de la nuit et très chaudes lors du jour? Et oui, Fred, comme tu l'as très bien dit, il y a énormément de différences de température entre le jour au Sahara et la nuit, où on peut atteindre des températures négatives. Mais je te propose de trouver la solution par toi-même parce que je connais des experts qui sont dans cette région-là et qui pourront, à mon avis, t'éclairer. Mais pendant ce temps-là, on va aller parler des cas particuliers chez les animaux à sang chaud, que sont les hétérothermes, qui sont en fait des animaux qui hibernent, hein, comme on dit communément. Et pour cela, on va retourner dans la région arctique, où Mallory et Charlène vont nous parler de ces animaux un peu spéciaux. L'hibernation se produit uniquement chez les hétérothermes, tels que les mammifères et les oiseaux. Durant cette période, la température interne de ces animaux va descendre, tout en restant positif à 5 et 10 degrés, pour s'aligner aux températures externes du milieu. Dans cet état, il n'y a aucune action nerveuse, musculaire et alimentaire. La respiration et la consommation d'oxygène sont également ralenties.
Donc cette phase est dite de torpeur et elle est régulièrement entrecoupée par de brefs éveils pour piocher dans les réserves et se dégourdir les membres. Donc le but premier de l'hibernation, c'est de réduire les dépenses énergétiques par une activité nulle et de se protéger du froid dans un abri spécialement préparé en adoptant une position en boule. Donc les principaux animaux qui hibernent sont le hérisson, le loir, le hamster, la marmotte, la taupe et la chauve-souris. Il existe d'autres mécanismes tels que la vasomotricité, qui est une propriété qu'ont les vaisseaux sanguins d'augmenter leur diamètre en fonction de la modification du milieu extérieur et de la température. Donc montre-nous Jamie ton expérience à ce sujet. Donc la vasomotricité est un des phénomènes secondaires présents chez les animaux à sang chaud. Donc le principe explicité par Mallory était la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc en effet, pour cette expérience, on a plongé une main humaine dans de l'eau froide avec des glaçons. Et logiquement, les vaisseaux sanguins de la main devraient se rétracter, tandis que pour réguler, ceux de l'oreille, au contraire, devraient se réchauffer. Et donc on devrait avoir une hausse ici remarquable, ou plus ou moins, au niveau du thermomètre. Donc c'est ce qu'on a fait. Et au bout de 300 secondes, pendant que la main était plongée dans l'eau, on a eu une augmentation, remarquable ou pas, d'1 degré. Rebonjour Jamie, on se retrouve encore une fois au Sahara, mais cette fois je suis accompagné d'un spécialiste, Monsieur Boukari. Oui, en effet, bonjour Fred, bonjour Jamie. Donc je vais t'apprendre quelque chose, Jamie. En effet, certains batraciens ou reptiles utilisent des stratégies comme la privation de nourriture ou utilisent leur environnement pour s'enfouir. Oui, par exemple, ils utilisent le soleil en journée pour se réchauffer et pour augmenter donc leur température corporelle. Mais quand vient la nuit et que cessent les rayonnements solaires, on voit certains comportements qui consistent à s'enfouir dans des tas de feuilles par exemple, ou encore dans la terre même pour se former une enveloppe protectrice et ainsi lutter contre le froid. Mais néanmoins, malgré leur température corporelle qui peut parfois descendre jusqu'à moins 10 degrés, ils peuvent encore effectuer quelques courts déplacements. Oui, c'est une différence par rapport aux animaux à sang chaud. C'est-à-dire que même en état d'hypothermie, comme on pourrait la qualifier, ils arrivent encore à avoir un instinct de survie et pouvoir se déplacer, même si c'est quelques mètres à peine. Et dans cette catégorie, on trouve la vipère, la grenouille, le crapaud et même la tortue Jamie. Salut Jamie, ça va? Alors, ça va les filles? Oui, ça va, il fait un peu froid par contre. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'ici il fait meilleur. Hein. Ah Bah, oui. Fred n'a pas eu ce problème-là parce qu'il lui il est allé au désert du Sahara pour étudier les animaux Oh là sans là. froid. Alors je me dis qu'à mon avis il a pas eu bien longtemps. Ah tiens, D'ailleurs, mon Ah tiens, je on va reviens. parler de lui. Mais par contre, j'ai un petit problème. Parce que regarde, figure-toi que j'ai laissé ma plante à l'air libre pendant cet hiver dans mon jardin et regarde dans quel état je la retrouve. Oui, il a un peu souffert on dirait. Ouais, Mais tiens, ce serait pas un peu intéressant d'étudier les mécanismes des plantes? bah ouais, mais On comment on va pourrait faire? comparer hein, avec C'est ceux vrai. des animaux. Et puis on n'a même pas besoin d'aller très loin, on a la forêt à proximité. Ouais, pas besoin d'aller au pôle Nord ni au Sahara, suffit Bah. d'aller dans notre jardin. Alors c'est parti. On est parti. Allez. Nous nous attarderons donc sur les plantes vivaces, les plantes qui nous entourent car nous sommes en hiver, qui, contrairement aux plantes annuelles, continuent de vivre mais ne poussent pas, car en effet elles se purgent d'eau afin d'éviter de geler de l'intérieur. Donc les plantes vivaces vivent en hiver mais ne poussent pas pour autant. Les plantes annuelles, elles, restent sous forme de graines, ce qui leur évite d'affronter les températures extrêmes. Donc les feuillus, en perdant leurs feuilles, évitent de perdre d'énormes quantités d'eau par évaporation, et comme les buissons, ils prennent soin de mettre à l'abri leurs bourgeons dans une enveloppe d'écailles à l'approche de l'automne. D'autres, comme les myrtillers ou les lauriers, ne perdant pas leurs feuilles, résistent grâce à leur pauvreté en eau et à une teneur en sels minéraux élevée. Pour les plantes à rosette, la tactique adoptée consiste à réduire le plus possible sa végétation pour ne plus garder que quelques pousses et bourgeons hors du sol, et d'emmagasiner le plus d'énergie possible à l'approche, dans la racine à l'approche de l'hiver. Concernant les plantes à bulbes, tubercules ou rhizomes, plus rien n'apparaît au sol, la plante s'est repliée sur elle-même dans le sol avec une couche de terre, elle est protégée du froid. Restent toutes les autres plantes qui peuvent résister à l'hiver et meurent, mais pour perpétuer leur espèce, elles libèrent des graines, le printemps venu, pourront germer et donner naissance à leur descendance. Alors Fred, t'as pu trouver tout ce que tu voulais au niveau des plantes? Ouais, bon bah ça y est, je sais maintenant que ma plante est une plante annuelle et elle va sûrement refleurir au printemps. Mais ta plante elle serait pas plutôt morte?